blindés et tactiques de combat, des camions logistiques et des armes individuelles et collectives. C'est la composition des équipements des dernières générations remis ce matin aux forces armées maliennes. Le chef suprême des armées poursuit ainsi ses efforts de renforcement des capacités des FAMA pour la sécurisation du territoire national. 6 projets de loi votés ce jeudi par le Conseil national de transition, parmi lesquels celui de la loi portant création du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Il a été voté à l'unanimité. Mission de contrôle du Conseil économique, social et culturel à Kéniéba. La commission en charge des questions environnementales s'est rendue sur le site de la mine d'or de Fekola. Les missionnaires sont allés s'inquiéter des conditions de travail du personnel de la société B2Gold et se renseigner sur l'apport de la mine aux communautés riveraines. Tout travailleur perçoit sans doute un salaire, une prime et ou une indemnité. Quelle est la différence entre ces trois concepts? Sori Ibrahima Keïta nous donne la réponse dans sa chronique Un jour, une formule. Merci de suivre la télévision nationale du Mali. Bienvenue dans la grande édition. Le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, a remis ce matin à Kati des matériels et équipements de dernière génération aux forces armées maliennes. Le chef de l'État poursuit ainsi ses efforts de renforcement des capacités des FAMA pour la sécurisation du territoire national. Ces équipements sont composés de véhicules blindés et tactiques de combat, des camions logistiques et d'armes individuelles et collectives. Reportage Mamari Kone, Idrissa Traoré et Abdul Salam Bambara. Exécution de l'hymne national, honneur militaire, et c'est parti pour cette cérémonie de remise de matériel et d'équipement aux forces armées et de sécurité. Après les vecteurs aériens, un palier supplémentaire vient d'être ainsi franchi pour assurer la montée en puissance des FAMA. La donation du jour comprend des moyens roulants et équipements de dernière génération. Cette cérémonie consacre votre vision d'assurer, au bénéfice du peuple malien, les conditions de sécurité nécessaires et indispensables à une stabilité et à un avenir prospère et radieux. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian extrême, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Ces équipements ont été acquis auprès de partenaires historiques de notre pays. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès
de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C'est le lieu de mettre à l'honneur ses amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue l'engagement populaire et citoyen des Maliens à soutenir les FAMA dans leur mission de sécurisation du territoire national. Cet engagement populaire n'est pas que moral, il est aussi matériel. Pour preuve, en plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l'anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion citerne de 18 mètres cubes. Il représente aujourd'hui ces nombreux Maliens de l'intérieur ou de la diaspora qui partagent le peu de richesse que Dieu leur a donné pour témoigner leur gratitude à leur pays. Selon le ministre Camara, la cérémonie du jour s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par le chef suprême des armées pour doter notre pays d'un outil de défense à hauteur de nos ambitions. Les FAMA, dans l'accomplissement de leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, se battent nuit et jour avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui imposent l'admiration et le respect de tous. Galvanisés par le soutien de toute une nation, nos forces remportent des victoires notoires, infligent de lourdes pertes aux terroristes et aux bandits armés, de plus en plus fébriles. Après la remise symbolique des clés au ministre en charge de la Défense, place à présent à la visite et à la présentation des matériels et des équipements au président de la transition. C'est un chef suprême des armées tout heureux qui contemple ces équipements qui permettront à nos femmes d'obtenir d'autres victoires sur l'ennemi. À l'entame de son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants avait rendu hommage à toutes les victimes de la barbarie en faisant observer une minute de silence en leur mémoire. La conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, et l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan, EMSP, sont désormais liés par un accord de partenariat. Une convention vient d'être signée à Bamako pour sceller cette collaboration. Cette convention est signée en marge des travaux de la 5e session du conseil d'administration de la CPAO. Pour plus de détails, écoutons Michel Touré, le directeur général de l'EMSP. Il est au micro de Batraouri. Nous avons signé tout à l'heure un protocole d'accord avec le secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement pour mettre en œuvre des programmes conjoints de renforcement des capacités et de formation au profit de tous les cadres et des agents des États membres de la CPAO, aussi bien dans les ministères, chez les régulateurs qu'au niveau des opérateurs postaux désignés. C'est un document cadre qui définit un peu les grandes lignes de l'accord. Donc, qu'est-ce que chacune des parties doit faire. Maintenant, il s'agira maintenant après d'identifier des actions concrètes, des actions opérationnelles à mettre en œuvre sur le terrain. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle des avenants. C'est-à-dire qu'on va signer de nouveaux documents pour, de manière spécifique, mettre en œuvre les différentes actions qui seront déclinés donc de la convention ou de l'accord de coopération cadre que nous avons signé ce matin. Ce contrat, il est renouvelable par tacite reconduction. Il est valable pour 3 ans, donc de 2023 jusqu'en 2025. Et puis, on fera le bilan après pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais nous, on espère que vraiment ce sera un contrat, on va dire, je n'ose pas dire pour l'éternité, mais la CPAO et nous avons les mêmes objectifs.
Journée de vote au Conseil national de transition. Les membres de l'organe législatif ont fait passer 6 projets de loi. Ces projets concernent 3 départements ministériels, parmi lesquels le département en charge de l'industrie qui a défendu le projet de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Fousseni Tunkara pour le reportage. Pour cette séance plénière, les 2 premiers projets de loi votés concernent le ministère de la Justice. Le premier a trait à la ratification de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Le second porte sur le projet de loi portant création de la Direction nationale des droits de l'homme. Les éléments explicatifs pour soutenir ces 2 projets ont été fournis par la commission loi du CNT. Il y avait 532 magistrats pour l'ensemble du territoire national, alors que le ratio aurait souhaité qu'on ait un peu plus de 2000 magistrats. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les 532 magistrats, effectivement, vous avez 107 qui ne sont pas dans les fonctions jugeantes, ce qui ramène à 400 magistrats pour tout le Mali, avec tout ce que cela induit comme conséquence sur les droits inaliénables que nous avons. Il n'y a pas de risque de collision entre ce département qui est créé, rattaché au ministère de la Justice, avec toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays. Chacun est dans son rôle. Ces organisations de défense des droits de l'homme sont dans leur rôle, dans le respect strict des droits positifs maliens. Et ce département qui est un service central est créé pour appuyer le ministère de la Justice pour toutes les questions et trouver les éléments de langage, comme je viens de vous dire, pour élaborer une politique nationale et permettre sa mise en œuvre. Le département du développement rural avait 2 propositions à défendre. Elles sont relatives à la ratification de 2 accords de prêt signés à Lomé entre le gouvernement et la BOAD en décembre 2022. Des prêts destinés respectivement au financement partiel du projet d'urgence de reconstitution du stock de sécurité alimentaire et le financement de la mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Le premier prêt a trait avec la reconstitution du stock de sécurité alimentaire. Et c'est vraiment très très important pour nous. Parce que pour tout État, il faut prévenir les calamités et les sécheresses. Donc, en ratifiant ce prêt, au moins on se couvre. On pourra prévenir beaucoup de choses. Le second prêt, c'est en rapport avec même l'intensification de la production rizicole dans la région de Tombouctou. Donc, nous avons vu qu'il y a eu des inondations où des digues ont cédé. Et donc, ça a vraiment impacté la production rizicole au niveau de la région de Tombouctou. Donc, ce prêt aussi permettra d'atténuer cette souffrance. Il s'agira aussi de construire des magasins et de réhabiliter des anciens magasins en vue de stocker les stocks de la sécurité alimentaire. Le projet de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles était également soumis à la réflexion des membres du CNT. Proposé et argumenté par le ministère de l'Industrie, ce projet de loi a été voté 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La commission en charge de l'environnement du Conseil économique, social et culturel s'est rendue ce mercredi sur le site de la mine d'or de Fekola, dans le cercle de Kenyeba. Il s'agit pour cette mission de s'enquérir des conditions de fonctionnement et de gestion du personnel par la société B2Gold et surtout le niveau d'application du cahier des charges ainsi que l'apport de la mine aux communautés riveraines. Envoyés spéciaux Mamadou Fane et Sidiki Balou. L'exploitation minière doit s'accompagner en général d'une bonne gestion de l'environnement, de l'emploi local et le développement économique et social de la localité. C'est pour constater des avancées dans ce domaine que la Commission Sciences Techniques et Environnement du Conseil économique, social et culturel du Mali s'est rendue sur le site minier de Fekola, une mine exploitée par la société B2Gold. Nous avons échangé avec les autorités pour comprendre les aspects environnementaux au niveau de l'écosystème, au niveau de l'implication de la mine dans le développement économique du pays. On s'est rendu compte que la mine a développé beaucoup de systèmes de dernière génération qui font que les travailleurs nationaux expatriés sont formés dans beaucoup d'activités minières. Cela va vraiment de la sécurité au niveau du travail.
Avec 2700 emplois, dont 97% des nationaux, et une contribution de plusieurs centaines de milliards dans l'économie malienne, la mine de Fekola a réalisé plusieurs infrastructures dans le village de Fadougou et environnant. Toute chose qui a été bien appréciée par la mission du Conseil économique, social et culturel. La mission a relevé quelques difficultés qui sont dans le cadre de la cohabitation avec les orpailleurs. Ça, c'est des difficultés réelles qui sont là tous les jours. Le rapport entre la mine et la communauté, en faisant des addictions d'eau sur le plan sanitaire, en construisant des centres de santé et des écoles sur le plan éducatif. Vraiment, c'est du bon travail. Mais nous les encourageons à continuer et les discussions et la bonne collaboration avec les communautés pour qu'on puisse avoir de bons résultats et qu'il y ait une satisfaction au niveau de la communauté. La mission du Conseil économique, social et culturel a ensuite échangé avec les responsables de la mine sur les futurs projets au bénéfice des populations locales. Parmi ces projets, la reconversion des orpailleurs dans des projets d'exploitation agricole et le renforcement du système sanitaire, l'éducation, entre autres. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du nouveau siège de la délégation de la SECNA au Mali. L'infrastructure située dans la zone aéroportuaire a été inaugurée ce matin par la ministre des Transports et des Infrastructures. Reportage, Nouhoum Sissoko. C'est un imposant immeuble R+3 qui abrite désormais la délégation de la SECNA au Mali, agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Sa construction a été rendue possible grâce à l'appui que la SECNA apporte au Mali, conformément au contrat de délégation et de gestion des activités aéronautiques nationales conclu avec l'agence. Le marché de construction du siège d'un montant de 2 849 986 084 francs CFA hors taxes a été notifié le 19 juillet 2019 pour un délai d'exécution de 24 mois. Le projet de construction qui a été exécuté dans les délais traduit la vision claire des organes de décision et l'engagement ferme de l'ensemble des acteurs auxquels je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements. C'est donc autant de chemins, autant d'obstacles qui ont été franchis avec les ingénieurs du Mali et avec leurs partenaires du siège pour élaborer ces schémas architecturaux tout à fait majestueux. Et aujourd'hui, nous sommes donc fiers de retrouver cet endroit totalement transformé par la main humaine pour faire en sorte que cela serve d'abri à une activité combien noble au service de l'aviation civile. Par cette réalisation, il s'est agi pour les plus hautes autorités d'offrir un cadre approprié de travail à la délégation de l'agence dans notre pays afin d'améliorer la qualité des services en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. C'est un siège assez imposant qui a toutes les commodités qu'un service est à même de demander. On est vraiment satisfait et nous rassurons les uns et les autres, notamment les autorités, que nous tiendrons à ces bâtiments comme à la prunelle de nos yeux. La SECNA est un établissement public international composé de 18 États membres. Sa mission consiste notamment à la fourniture de services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens, à l'organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes en conformité avec les dispositions de l'OACI, à la publication de l'information aéronautique, à la prévision et à la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique. Parlons santé. La journée mondiale des maladies tropicales négligées est célébrée le 30 janvier de chaque année. Le Mali l'a célébrée aujourd'hui. La ministre de la Santé et du Développement social a insisté sur l'urgence d'agir avec efficacité et synergie dans la lutte contre ces maladies. On en sait plus avec Awadit Makamara. Les maladies tropicales négligées demeurent un défi important au Mali. Elles sont au nombre de 20 infections et touchent principalement des personnes vivant dans la pauvreté, affectent des millions de personnes de par le monde et continuent de se propager dans les pays en voie de développement. Notre pays n'en fait pas exception. Cette lutte doit être menée prioritairement au niveau communautaire par les centres de santé communautaires, le secteur privé à but lucratif et les centres de santé de référence. C'est pourquoi il est impérieux de renforcer leur capacité d'intervention
et aussi de mener des actions de sensibilisation des populations pour un véritable changement de comportement. L'événement est célébré cette année autour du thème « Agissons maintenant, agissons ensemble, investissons pour vaincre les maladies tropicales négligées ». Des progrès considérables sont réalisés pour que ces maladies appartiennent au passé. C'est ici, Excellence Madame le Ministre, que je saisis cette opportunité pour féliciter de vive voix l'engagement soutenu du ministère de la Santé et du Développement social, magnifié entre autres par les avancées vers l'éradication du ver de Guinée, de l'onchocercose, de l'élimination du trachome et des schistosomiases. Et bientôt, nous allons, pour le cas de la filariose lymphatique, conclure les dossiers en voie de son élimination au Mali. Ces maladies peuvent frapper tous les jours, à chaque seconde, chaque minute, n'importe où, n'importe qui. Donc nous ne devons pas nous lasser de parler de ces maladies, qu'elles soient négligées ou pas. Ces maladies existent, donc soyez rassurés que nous sommes en train de travailler sur ça. L'engagement du gouvernement, il est là. Le soutien du gouvernement, il est là. Il est permanent. Mettre fin au MTN est une porte d'entrée à la couverture sanitaire universelle. Point Covid. Ce 27 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 67 tests réalisés, un patient guéri, 0 décès. Actuellement, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Rencontre d'échange entre les partis politiques et les représentants des organisations de la société civile. Elle est organisée par l'ONG AFAD en partenariat avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'activité rentre dans le cadre de l'exécution du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali financé par le PNUD. Reportage Jules Sambou Sissoko. Promouvoir la tolérance politique et faciliter le dialogue apaisé entre les acteurs politiques et les représentants de la société civile, c'est l'objectif de la rencontre d'échange de 2 jours à l'initiative de l'ONG AFAD et ses partenaires. Sur le thème « Renforcement du dialogue et de la prévention des conflits et violences liées au processus politique et électoraux au Mali ». Permettez-moi de remercier très sincèrement le ministère de l'administration territoriale pour avoir accepté de présider cette importante rencontre, mais aussi pour nous animer 2 thèmes très pertinents à travers 2 communications. Lorsqu'elles sont menées de manière crédible, les élections sont une alternative à la violence. Et les élections crédibles, transparentes et ouvertes offrent à tout candidat une bonne chance d'être élu. Les élections ouvertes et participatives sont les plus apaisées selon les organisateurs de ce cadre de réflexion. Une préoccupation des autorités de la transition, dont plusieurs initiatives concourent à réussir des scrutins propres à venir. Pour les plus hautes autorités de la transition, le dialogue, la concertation et l'inclusion sont le fil conducteur de toutes les réformes entreprises par le gouvernement, et ce, dans le but ultime de préserver la paix, le consensus dans nos choix publics. L'appui multiforme du PNUD a contribué à la tenue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali. À l'intérieur du pays, partager les résultats de l'étude de définition du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales et des besoins d'infrastructures socio-économiques, scolaires et sanitaires dans la région de Ségou et San. C'est l'objectif d'une rencontre de 2 jours organisée par le projet d'appui d'aménagement de l'accessibilité rurale à Ségou, compte rendu Fousseni Samaki. C'est tout le sens de cette rencontre entre acteurs du développement socio-économique, scolaire et sanitaire des régions de Ségou et de San. La rencontre est initiée par le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAAR. Il s'agit de sélectionner les pistes rurales prioritaires, que ces pistes-là soient totalement aptes en priorité à booster le développement économique et social de la région. Cette rencontre quand même est arrivée à point nommé. Les vraies pistes prioritaires, je crois que durant les débats, c'est ce qu'on aura à choisir ici. Ainsi, les pistes rurales sont sélectionnées sur la base de critères précis.
Quand on regarde nos pistes là, les pistes là sont dans un état de dégradation très avancé, alors que quand on regarde nos villages et campagnes là, c'est là où les premières productions doivent venir. Mais s'il n'y a pas de route pour les faire venir au niveau central, ça pose des problèmes. Il s'agit pour vous, mesdames et messieurs, de porter un regard critique sur le document en vue de faire des propositions pertinentes sur le choix des pistes à améliorer ou à entretenir prioritairement en ayant à l'esprit les moyens limités de notre État. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des transports et des infrastructures de transport ainsi que les désengorgements du Mali. Le projet de nouvelle constitution expliqué aux enseignants et élèves à Tombouctou. L'objectif est de leur permettre de mieux comprendre le contenu de la future loi fondamentale du pays. Yaya Tandina. Cette conférence sur la vulgarisation du projet de constitution est une initiative du département en charge de l'éducation et mise en œuvre par l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Il s'agit pour les organisateurs de familiariser le contenu du document aux administrateurs scolaires, enseignants, élèves et étudiants pour une adhésion au référendum prochain. À cet effet, j'invite les enseignantes et enseignants du fondamental comme du secondaire à user de la pédagogie qu'il faut afin de véhiculer le message sur la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution pour que les Maliens lambda puissent se reconnaître dans son contenu et voter majoritairement oui au référendum. 4 éminents experts ont eu la responsabilité, à travers des échanges avec les participants, de développer les différentes innovations apportées dans ce projet de constitution. Il convient de signaler que les jeunes élèves aussi du secondaire constituent donc des relais, des bons relais pour continuer à vulgariser donc, le projet de constitution dans leur entourage. Et une fois adoptée, cette constitution donnera à notre cher Mali sa souveraineté pleine et entière. La campagne de vulgarisation sera poursuivie au niveau des établissements par des leçons modèles qui seront dispensées aux apprenants. Ici à Bamako, Assemblée générale du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. C'est en prélude à une mobilisation vendredi à Bamako et à l'intérieur du pays. Le mouvement défend notamment la souveraineté du Mali et réclame le départ de l'AMINUSMA. Jules Sambou Sissoko. En prélude à la grande mobilisation de Yerewolo debout sur le rempart, le vendredi 28 avril 2023, au Palais de la Culture, les responsables du mouvement ont tenu une assemblée générale d'information. Objectif, échanger sur la bonne organisation de l'activité annoncée. La manifestation a pour objectif de demander le départ pur et simple de l'AMINUSMA. Vous savez, il y a longtemps que Yerewolo debout sur le rempart, avec les forces alliées, les sympathisants et l'ensemble des forces civiles de la nation, ont demandé ce départ. Et donc, en temps de guerre, le soldat que nous remercions, le soldat que nous chassions, c'est que c'est un soldat qui est pur que la guerre, que le soldat est censé contenir. Selon les responsables du mouvement Yerewolo debout sur le rempart, leur lutte est celle du peuple malien pour l'honneur, le patriotisme et la souveraineté nationale. Les agences de communication Créacom et la Différence Communication organisent du 7 au 10 juin prochain à Bamako le Salon des médias du Mali. Cette deuxième édition est placée sous le thème « La presse à l'ère du digital, défis et enjeux ». En prélude à l'événement, les organisateurs du salon ont animé ce jeudi un point de presse pour dévoiler le programme d'activité. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. Le paysage médiatique malien connaît ces dernières années une véritable explosion. Preuve, on dénombre plus de 500 radios, des télévisions, une centaine de journaux sans compter la presse en ligne. Une floraison de médias qui n'est pas sans difficulté. C'est pour faire face justement à ces difficultés que se tient le Salon des médias du Mali. Le salon, qui est à sa deuxième édition, prévoit d'importantes activités. Le premier volet, c'est l'exposition des organes des médias. Le second volet, c'est les conférences débats que les modernes appellent aujourd'hui les panels. Le troisième volet du salon des médias, c'est la formation que nous allons appeler l'école du salon. Tout cela sera couronné par une nuit appelée la nuit des médias où des récompenses vont être données. Le premier trophée sera remis au meilleur de la radio qui portera le nom du trophée Issa Fakaba Sissoko.
Et le trophée des Web TV portera le nom de Togola Awa Semega. Le thème retenu pour cette 10e édition du Salon des médias du Mali est « La presse à l'ère du digital, défis et enjeux ». Ce salon dédié à l'ère du numérique est aujourd'hui un instrument que tous les hommes de médias doivent saisir. Mais également, le pays doit saisir cette opportunité de pouvoir montrer que cette place dans ce Conseil des Nations, on peut la prendre. Et aujourd'hui, ces médias-là doivent comprendre que c'est un concert où les plus bons doivent porter ceux qui sont moins bons pour qu'on soit tous bons. Aujourd'hui, sur la base de cette initiative, la Maison de la Presse a compris qu'elle ne peut pas rester en marge d'une activité qui doit aider à vendre l'image du Mali, l'image de nos médias. Pour cette 2e édition, nous voulons vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de critiques possibles, qu'il y ait beaucoup de profits. Organisé par les agences de communication Créacom et la Différence Communication, le Salon des médias du Mali verra cette année la participation des pays voisins, notamment la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso, ce qui constitue la particularité de l'édition 2023. L'invité de la semaine s'intéresse ce soir aux réformes dans le secteur de la justice ou précisément à la Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau chargée de l'élaboration des textes de loi dans différentes matières du droit positif. Elle apporte notamment son expertise au gouvernement dans le domaine législatif à travers le ministère de tutelle. Le directeur national des affaires judiciaires et du sceau est par ailleurs le président de la commission législative permanente. Au micro de Yaya Konaté, il nous explique en quoi consiste le travail. C'est un extrait de l'invité de la semaine qui sera diffusé ce soir. La commission permanente législative, comme son nom l'indique d'ailleurs, est censée être en permanence en mission, en activité sur différents textes. Au fur et à mesure qu'un texte mérite d'être examiné à ce niveau-là, nous sommes mis en mission par M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et nous nous mobilisons nos partenaires, nous mobilisons nos collaborateurs pour venir ensemble avec un programme défini, commencer l'examen des textes en question. Alors votre travail, il va jusqu'au où, puisque le travail législatif est une tâche dévolue bien évidemment au Parlement, donc au CNT présentement. Votre travail, il s'arrête à quel niveau? Lorsque je prends l'exemple du projet de code pénal, là, les personnes dont nous avons besoin, c'est les procureurs de la République, les juges d'instruction, c'est les partenaires qui interviennent dans le domaine de la protection des droits, tels que la CNDH, tels que la MDH, etc. C'est les syndicats de la justice de façon générale. Donc nous les appelons. Il s'agit de parler de droit pénal, code pénal. Donc c'est eux qui sont les plus à même de nous dire quelles sont leurs préoccupations, je veux dire, et en quoi ils souhaitent, ces partenaires-là, qu'il y ait un changement à tel ou à tel niveau. Voilà l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. Série d'audiences à la primature où le Premier ministre a reçu successivement le bureau du Conseil national du patronat, une délégation des participants à la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, le bureau du barreau des avocats et le cinéaste Souleymane Cissé. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. On en vient à notre chronique du jeudi. Vous êtes travailleur, fonctionnaire ou agent contractuel d'État, de société ou d'entreprise privée? Si oui, vous percevez sans doute un salaire, peut-être une prime et ou une indemnité. 3 concepts souvent interconnectés, mais à délimitation quelquefois confond ou pas très lisible pour certains. Il est l'objet de la chronique Un jour, une formule de Sori Ibrahima Keïta. Les choses les plus évidentes sont celles difficiles à définir. Vous travaillez sous contrat, eh bien, l'exercice vous concerne. Définissez dans votre fort intérieur et en quelques secondes ces 3 notions, salaire, prime, indemnité. Top chrono. Stop et on corrige.
Chacun est juge de sa copie, mais c'est l'économiste qui élucidera ce qui a tout l'air d'une énigme pour certains. La rémunération, ça englobe tout ce que le travailleur reçoit en contrepartie du travail effectué pour le compte de l'employeur. Le salaire serait donc toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Ces différentes appellations, appointement, émolument, gage, mensualité, paie, prix, rémunération, rétribution, solde, traitement. Il y a toujours des dispositions réglementaires, mais aussi, surtout dans tous les pays, vous avez ce qu'on appelle le Code du travail, qui est la législation sur le travail, qui codifie un peu les aspects juridiques du travail. Le droit du travail y est complètement défini avec les différents aspects, mais pour ce qui concerne les rémunérations, c'est toujours généralement une négociation entre le salarié et l'employeur. Et la base, c'est généralement reflété dans ce qu'on appelle un contrat de travail. Il serait aussi la récompense méritée pour prix d'une bonne ou mauvaise action. Exemple, c'est le juste salaire de son courage ou c'est la rançon de sa légèreté, d'où son emploi dans des constructions littéraires. La prime, quant à elle, serait une somme payée par un assuré à un assureur et dont le montant est fonction du risque assuré. D'autres l'appelleront commission, gratification, avantage alloué à titre d'encouragement, de récompense, d'incitation. La prime, c'est une incitation ou une récompense que l'employeur accorde aux salariés. L'indemnité, elle, aurait une connotation de compensation, dédommagement, dommages et intérêts, réparation, supplément ou traitement destiné à couvrir certaines sujétions, somme généralement destinée à rembourser une dépense imputable à l'exercice de la profession. Les indemnités concernent une compensation liée à votre travail. Par exemple, si vous habitez Niamana et que vous devez venir à l'ORTM tous les jours, l'ORTM peut vous accorder une prime de transport. Il n'y a pas de règles toutes faites, il n'y a pas de standard. Des concepts interconnectés, se ressemblant comme l'âne et le lièvre, mais bien distincts. Est-ce vraiment reconnu comme tel? Le salaire, l'indemnité et la prime, c'est des notions un peu difficiles à expliquer. Vraiment, tout ce que je peux vous dire. En fait, ce sont des sommes de motivation. Si la connaissance de soi est la première de toutes, comme le martèlent les têtes bien faites, celle de son environnement et des activités qui façonnent sa vie devra venir juste après. Littérature, une nouvelle publication dans les librairies. Le carnet de l'espoir, son auteur est Nouhoum Sarr, juriste de formation et actuellement membre du CNT. Cet ouvrage se veut un essai, voire une véritable contribution à l'instauration d'un débat démocratique pluriel. Cette autre publication dans les kiosques. Désormais, le premier numéro du journal Le Fanal, un hebdomadaire d'information générale, d'analyse et d'enquête. Son fondateur est Youssouf Koulibaly. Voilà, cette présentation de livre met fin à cette édition. Retrouvez demain 13h Abdoulaye Sako à 20h. Ibrahima Traoré et Abdul Karim Kaba sera là pour la dernière édition à 23h. Merci à tous. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'URTM.